Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, le portrait d'une instite pas comme les autres. Germaine Le Goff, le journaliste et écrivain François-Xavier Freland, lui consacre une biographie qui se lit comme un roman et un documentaire aussi. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécilia Brio. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes, actu dans les kiosques et programmes d'histoire et d'éducation civique. Actu un peu triste à l'occasion de la parution du tout dernier numéro du mythique Journal des enfants. Question d'actu pourtant, qui décide de déclarer la guerre en France? L'heure de la récré, toujours avec Cécilia, elle vous présente Mowgli, alors pas celui du livre de la jungle, mais pas loin quand même. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Célie Luton. Nous pousserons les portes de sa librairie pour des conseils toujours avisés de lecture pour les enfants et les adolescents. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. C'est un triple voyage que vous invite François-Xavier Freland dans son nouveau livre. Il est intitulé « À l'école de l'universel », sous-titre « Germaine Le Goff, 1891-1986, une éducatrice en Afrique ». Il est publié par les éditions Intervalle. Premier voyage, celui qui nous mène dans la France du début du XXe siècle, celle des hussards et des hussardes noirs et du combat de la laïque contre l'Église. Deuxième voyage, l'Afrique, celle de l'Empire colonial et de cette fameuse mission civilisatrice de la France qui fait aujourd'hui encore couler beaucoup d'encre. Troisième voyage, l'émergence d'un féminisme africain. François-Xavier, bonjour. Ravi de vous accueillir. Le livre, je le disais, le docu, qui est intitulé « À l'école de l'universel, Germaine Le Goff, l'histoire d'une pionnière ». On peut le voir en replay sur TBO et TB Sud. Il sera d'ailleurs bientôt diffusé sur TV5 Monde. Un petit extrait pour faire connaissance avec Germaine. Ici, je reconnais Madame Le Goff. Oui. Oui. Ensuite, vers la gauche. Ici, c'est Jeanne Gervais. Oui, celle-là, c'est Jeanne Gervais. Madame Le Goff était une femme simple, jolie, qui s'habillait bien aussi. On attendait qu'elle descende, par exemple, et on regardait ses escaliers. Elle habitait à un étage. Alors, quand elle descendait, et comme elle marchait rythmée avec les escaliers, on dit « Voilà maman Le Goff, voilà maman Le Goff ». Et elle disait que ce que nous sommes est une richesse et surtout nous donner la possibilité d'être nous-mêmes. Quel plus beau compliment pour une instite, François-Xavier. Germaine Le Goff, elle ne vous est pas étrangère? Non, parce que c'est une grande tante par alliance, voilà. Un peu à la mode de Bretagne, comme on dit, mais je l'ai connue, c'est-à-dire dans les années 80, c'était déjà une vieille dame, à la retraite, du côté de Sucé-sur-Erdre, près de Nantes, et il y avait dans sa maison tous ses souvenirs d'Afrique, les mâles, les albums de photos en noir et blanc, donc c'est comme ça que je suis tombé sur ce personnage. On va évidemment parler de l'Afrique et revenir sur le témoignage de ses anciennes élèves, mais je disais que le premier voyage nous emmenait dans la France du début du XXe siècle, j'aurais dû dire la Bretagne, et j'aurais même dû dire Douarnenez, qui est un pays à part entière. Oui, alors Douarnenez, il faut quand même situer, c'est dans ce coin de Bretagne au sud du Finistère où il y a eu quand même les premières grèves féminines de France dans les années 1900-1923 et elle a grandi là-dedans, dans cette atmosphère un peu dure, parfois misérable. Elle est fille de pêcheurs, elle a eu la chance d'aller à l'école de la République, elle est la quatrième d'une famille de 10 enfants, 4 sont morts, enfin vraiment une ambiance très bretonne de début de siècle dernier, et cette école va lui permettre de devenir institutrice. Institutrice en plein combat entre la toute jeune école républicaine, celle des lois Ferry, l'école du diable, vue de Bretagne et vue de l'enseignement catholique. Eh oui, on les appelait les tutrices, les filles du diable, c'était terrible à l'époque. Il faut savoir qu'on sort quasiment à peine de la Révolution, on est un siècle après quasiment, et cette Bretagne est encore très empreinte de cette ambiance, les laïcs contre l'école du bon Dieu, les rouges contre les bleus ou les noirs ou les blancs. Voilà, c'était une atmosphère quasiment de guerre interne en Bretagne, et ça va beaucoup l'inspirer ou l'influencer dans son œuvre. Elle devient enseignante, vous l'avez dit, institutrice, et sa première expérience, c'est dans le Morbihan cette fois, et elle porte déjà des convictions pédagogiques.
solidement ancrée. Par exemple, on ne punit pas, on n'humilie pas. Elle prend le contre-pied de l'école telle qu'elle est pratiquée à l'époque. Oui, alors c'est étonnant parce que c'est quelqu'un qui a pourtant vécu cette dureté, comme je vous l'ai dit, mais qui très vite, je crois, est un peu visionnaire. Elle se dit, il faut que j'apporte autre chose pour donner envie, en fait, d'aller à l'école. Parce que, comme partout, il y a des résistances, notamment dans les milieux familiaux. On n'a pas forcément envie que le petit garçon ou la petite fille qui sert à travailler... Qui travaille, c'est une force de travail. Voilà, c'est une force de travail, partent comme ça s'instruire. Et donc, elle a compris ça très vite. Et effectivement, elle a des tas de petits exercices qui permettent comme ça aux enfants d'apprécier, d'accepter l'instruction. Un premier mariage, un deuxième poste d'enseignante, et là on lui parle des possibilités qui s'ouvrent en Afrique. Elle n'a pas 30 ans. Oui, un chagrin d'amour aussi, guerre 14-18, elle a perdu son premier mari, elle a un deuxième qui est aussi instituteur, et puis des cousins qui leur vantent les mérites des colonies, ils viennent du Congo-Brazzaville, et cette femme qui a quand même vécu la misère, qui n'a jamais quitté sa Bretagne natale, se laisse séduire par le grand voyage, et ils partent comme ça en 1923 sur un ferry qui les emmène à Dakar. Germaine Le Goff arrive en Afrique, elle va y enseigner à des jeunes filles, à l'époque il n'y a pas de mixité, et l'inspecteur général la prévient, la France veut des femmes évoluer, des sages-femmes et des infirmières, mais attention, pas des intellectuels. Germaine fera fi de la consigne et on va raconter comment après l'anti-sèche. L'anti-sèche avec aujourd'hui Cécilia, que je remercie pour sa présence. Bonjour Emmanuel. Bonjour, on est en pleine guerre entre l'Ukraine et la Russie depuis le 24 février 2022 et on se plonge dans les programmes à la fois d'histoire et d'enseignement moral et civique avec vous pour comprendre comment se déclenche une guerre. Et on le fait aussi parce que c'est un sujet du tout dernier numéro du Journal des enfants. Oui, justement, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que Emmanuel Macron peut véritablement déclarer la guerre à la Russie pour aider justement son allié ukrainien? Donc c'est toute la question que se pose le Journal des enfants dans son tout dernier numéro qui est paru le 28 mars 2024. Alors ce qu'il faut retenir, Emmanuel, c'est que le président de la République, c'est le chef des armées, c'est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Alors il préside les différents conseils de défense nationale, mais s'il doit déclarer la guerre, il ne peut pas le faire seul. Concrètement, comment il s'y prend? Eh bien, en fait, la Constitution de la Ve République de 1958, elle définit les conditions de mise en œuvre de la guerre. L'article 35 de la Constitution, elle précise notamment que le Parlement français, donc c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, qui rassemble à la fois les députés et les sénateurs, peut autoriser la guerre. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au cours de la Ve République, ça n'est jamais arrivé, une déclaration de guerre. Et alors, la dernière déclaration de guerre de la France, elle remonte... Voilà, exactement, au 3 septembre 1939. À l'époque, c'était contre l'Allemagne nazie qui envahit la Pologne 2 jours plus tôt. Quand ça n'est pas arrivé, pas encore, du moins sous la Ve République, le président Emmanuel Macron a prévu néanmoins de renforcer l'aide de la France à l'Ukraine pour sécuriser l'Europe. La France qui prévoit de livrer à Kiev des centaines de blindés, des missiles. Oui, mais on ne peut toujours pas dire que la France est officiellement en guerre puisqu'elle n'a pas envoyé son armée à l'étranger pour se battre contre une autre armée, comme c'est le cas entre la Russie et l'Ukraine. En revanche, ce qu'elle peut effectivement faire, c'est envoyer des troupes sur le terrain. Macron a d'ailleurs réaffirmé sa position. Il a cité, il a expliqué qu'il ne mènerait jamais d'offensive, je cite. En dehors, la France, elle mène régulièrement des opérations militaires, des OPEX, dans plusieurs pays d'Afrique, notamment pour assurer la sécurité. La plus connue d'entre elles, c'est l'opération Barkhane, avec ses 4000 militaires qui sont déployés au Sahel. L'objectif, c'était d'aider les forces maliennes à repousser les groupes armés islamistes. Ces OPEX, ils n'y sont plus vraiment, oui. Voilà, elles sont décidées par le président, cette fois-ci. Emmanuel Macron, effectivement, a décidé d'y mettre fin en 2022. Alors, au total, c'est plus de 30 000 militaires français qui sont envoyés dans ce cadre et partout dans le monde. Et voilà, et on pouvait retrouver tout ça dans ce dernier numéro du Journal des enfants qui ferme ses portes après 40 ans d'existence. On le regrette bien, un premier journal dédié aux 8-12 ans. Il était dans le giron du journal L'Alsace et il a expliqué de manière extrêmement concise et merveilleuse l'actualité. Il était né en 1984 sous l'impulsion de Béatrice Dirub et a vendu jusqu'à 150 000 exemplaires par semaine. Malheureusement, il en vendait un petit peu moins ces dernières années. Mais chapeau bas, le Journal des enfants. Cécilia, merci. On se retrouve pour la récré. Oui. Grand oral, François-Xavier Freland.
À l'école de l'Universel, Germaine Le Goff, 1891-1986, une éducatrice en Afrique. On poursuit la découverte du destin hors norme de cette Bretonne, Germaine, qui, à 30 ans, avait quitté son Finistère natal pour enseigner en Afrique occidentale française. Elle arrive là-bas, vous le disiez, en voulant faire de l'Afrique un laboratoire des grandes idées. Juste ça. C'est intéressant parce qu'on parlait du Mali. Oui. Son premier poste, c'est à Djenné, pays que je connais bien, j'étais correspondant là-bas. Et il faut savoir que Djenné, quand elle y arrive, c'est une grande ville musulmane avec une mosquée très ancienne. Et évidemment, il y a des réticences à ce qu'elle crée sa première école pour filles dans cette petite ville, un peu éloignée de Bamako. Et surtout du côté, justement, des milieux religieux et des milieux traditionnels. Elle retrouve la même chose qu'en Bretagne, parce que l'instituteur français, c'est, je vous cite, l'ennemi du prophète. Exactement, c'est ça le problème. Et encore une fois, comme en Bretagne, elle va aller parler aux parents, elle va essayer surtout d'apporter autre chose que c'est nous les Gaulois, vous vous souvenez, ces vieilles rengaines de la colonisation. Elle va au contraire mettre en avant les cultures locales et essayer de trouver des exercices avec des arbres locaux, des animaux locaux, des contes comme ça, plus tournés vers ces jeunes Africains ou Africaines, afin qu'ils se sentent moins assimilés, mais davantage reconnus dans ce qu'ils avaient comme propre culture. Et concernés par les apprentissages aussi. Les premiers pas sont après, pas seulement avec les habitants de Djenné, avec les expatriés, ça se passe pas super bien non plus. Oui, c'est très difficile parce qu'évidemment, du côté du système colonial, on voit d'un mauvais œil l'éducation des femmes en général, qu'elles soient blanches ou noires, c'est pas du tout une priorité à l'époque. Et on n'apprécie pas trop non plus le caractère bien trempé de cette dame qui n'hésite pas à répondre. Oui, elle n'est pas commode en vrai. Voilà. Et en plus, elle se fait l'ennemi d'un monsieur qui vient visiter un moment Djenné, qui s'appelle le maréchal Pétain, enfin qui n'est pas encore maréchal ou qui va le devenir, et qui en fait déteste les instituteurs et elle en gardera une dent. Il la snob d'ailleurs, c'est assez extraordinaire. Vous racontez, si je me souviens bien, cette scène. C'est ça, en fait, il arrive à Djenné, et puis tapis rouge, etc. Et on prévient tout le monde, sauf les instituteurs de la ville. Alors il n'y a pas beaucoup de Français à l'époque à Djenné, donc c'était vraiment volontaire. Comment elle se fait accepter finalement ? C'est quelqu'un qui, en fait, je crois, avait une grande tolérance et une grande capacité à se faire apprécier. Notamment, plus tard, on va le voir, mais surtout en allant dans les familles, parler, et puis en essayant surtout d'être dans l'échange, et pas en imposant des idées venues de la métropole, mais plutôt en essayant de mettre chaque culture en avant, et surtout dans la plus grande tolérance religieuse, raciale, ça va de soi. C'était quelqu'un d'extrêmement ouvert pour l'époque, universaliste. Il y a un grand débat qui traverse l'éducation à l'époque, aujourd'hui encore d'une certaine façon. Doit-elle instruire l'éducation nationale ou éduquer ? Germaine Le Goff, elle tranche extrêmement vite. Elle dit l'instruction sans éducation, ça ne sert juste à rien. Donc elle est résolument du côté de l'éducation. Oui, c'est quelqu'un qui... Alors, en plus, il faut se resituer, on est dans un contexte particulier. Elle a conscience que beaucoup attendent de ces jeunes femmes africaines qu'elles sachent d'abord manier le balai. Donc, elle leur apprend aussi à bien... Oui, il y a des savoirs ménagers, des savoirs ménagers, des savoirs du quotidien. Voilà, le savoir du quotidien, mais ensuite, évidemment, elle leur donne aussi des leçons de morale philosophique, des leçons de religion aussi, pour qu'on comprenne un peu la religion de l'autre, etc. Donc, et puis aussi, elle aura très vite un exercice qui va venir plus tard, quand elle va ouvrir son école normale d'institutrice à Rufisque, qui va être l'exercice de la case, qui est un exercice obligatoire, noté, à travers lequel elle va demander à ses élèves de reconstituer une case traditionnelle de chaque pays, parce qu'il faut savoir que les jeunes élèves qui vont venir dans cette école normale qu'elle va créer à Rufisque en 1938, viendront des élèves de peu près toutes les colonies d'Afrique francophone. Donc, et ce sont elles qui se souviennent, les héritières, celles qu'on a vues au tout début. Alors 38, elles n'étaient peut-être pas là, mais elles ont été à Rufisque. Elles étaient 38. Cette dame était déjà là. Extraordinaire. En 40, elle est parmi les premières promotions. Dans les premières promos. Alors il faut savoir que ces femmes qui ont eu comme ça la chance, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'époque dans ces régions-là, ces femmes qui ont eu la chance de passer par son école, souvent sont devenues des institutrices, mais aussi... Pas seulement. On va le dire après, parce qu'elle revient en Afrique et elle est accueillie par ses anciennes élèves qui sont ministres, médecins, enfin, elles ont eu des parcours extraordinaires. Juste un tout petit mot avant la récré, parce qu'ici on a des récrés. Elle innove aussi, il n'y a pas beaucoup d'enseignantes.
pas assez. Et donc, elle réinvente l'enseignement mutuel, qui est une forme qui est née en Angleterre au XVIIIe siècle. Certaines élèves sont les monitrices des autres. C'est ça. Alors, il y a une volonté, en fait, toujours de... Alors, c'est très ordonné, quand même. Ouais. Il y a un petit côté militaire. On n'est pas dans les années 40 pour rien. Il y a beaucoup de sport. Et effectivement, il y a une volonté de responsabiliser les élèves et que, surtout, elles se sentent solidaires entre elles. Ça, c'est très important. Elles le disent tout le temps à travers le film, notamment. Et dans mon livre, je le relate, hein, parce que j'ai rencontré certaines d'entre elles. Certaines sont mortes. Je les ai rencontrées en 2002, d'autres plus récemment. Et toutes me mettaient en avant le côté panafricaniste. Elles voulaient vraiment que ces jeunes filles aient un sentiment panafricaniste, qu'elles soient fières. Elle leur disait toujours, soyez fiers de votre culture. Vous avez une civilisation, il ne faut pas qu'on vous mente. Et donc, c'était une manière pour elles de créer vraiment le lien entre ces jeunes femmes. Panafricanisme et féminisme, et c'est le troisième fil tendu tout au long du livre, si vous le voulez bien. François-Xavier, on en parle juste après la récré. Cécilia Brio. Cécilia, pour la récré, vous nous parlez d'un Mowgli des temps modernes. Ouais, on va dans la jungle. Ouais, Ça vous allons-y. intéresse? Oui, ça m'intéresse. Alors- C'est un peu de quoi vous avez parlé, donc j'en frissonne un peu. Ouais. Mais c'est pas grave, allez-y, allez-y. Alors, donc, c'est un jeune Guyanais qui se fait appeler Mowgli ou Snake. Sur son compte TikTok, il partage sa passion pour les espèces les plus dangereuses au monde. On regarde un petit extrait. Allez. Regardez, aujourd'hui on a été appelé chez un particulier, on est dans un poulailler. Un anaconda, donc je ne sais pas encore combien il fait. En tout cas, on va l'attraper. Regardez, il est en pleine lune, il a un œil blanc. Un Ectes mulinus. Là. Regardez-moi ça. Ah ouais, t'as de la force. C'est bête, hein. Super. Alors, une vidéo qui a été vue plus de 7 millions de fois Ah, il y a sur de quoi, son il faut compte dire. TikTok. On rappelle, Emmanuel, que ce genre d'action est réalisé effectivement par un professionnel qui a été très entraîné. C'est Donc, ça. C'est pas tout Je ne savais notre pas cas. tout à l'heure. Exactement. C'est raisonnable. Mais qu'est-ce qu'il fait là en plus? Alors, il a 27 ans, donc il s'appelle Anthony Plenet, donc il est créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Il partage non seulement des vidéos qui sont sensationnelles, mais il partage également son engagement, parce qu'en fait, il veut sensibiliser le grand public et changer le regard des Guyanais sur ces animaux qui ont mauvaise presse. Il mène donc des actions de prévention, il explique les particularités de chaque espèce, comme cette araignée matoutou qu'on voit à l'antenne. D'accord. Et qui est très utile pour l'écosystème. Mais oui. Ses compétences sont d'ailleurs très appréciées puisqu'il est régulièrement sollicité par les sapeurs-pompiers lors d'interventions. Super. Voilà. Mowgli, J'espère de que Savage, je ne vous ai pas protéger la biodiversité. Non, mais c'est génial comme initiative. Quand les réseaux sociaux servent à ça, c'est pas mal. ça. Cécilia, merci beaucoup. Merci. La suite du Grand Oral, François-Xavier Freland. Et là, je veux bien qu'on reparte de la fin du livre à l'école de l'Universel, le livre sur Germaine Le Goff que publie François-Xavier Freland, c'est aux éditions Intervalle. Quand Germaine, retraitée de longue date, revient en Afrique dans les années 70, elle est accueillie par ses anciennes élèves dont vous nous parliez, qui pour certaines ont eu des carrières absolument extraordinaires. Oui, c'est vraiment sa plus grande fierté, parce qu'en fait, elle n'a pas seulement formé des institutrices, elle a formé des femmes libres, de futurs pays indépendants, et elle avait déjà cette vision-là de cette fin de la colonisation, je crois. Et en fait, bien, je vais citer quelques noms. Jeanne Martin-Cissé, qui sera la première femme ministre de Sékou Touré, qui n'était quand même pas le premier des amis français. Hein. C'est le pays qui a demandé pour la première fois l'indépendance en 58. Jeanne Martin-Cissé, qui sera aussi la première femme à présider un Conseil de sécurité de l'ONU, donc une ascension extraordinaire, et qui rendra hommage toute sa vie à Germaine Le Goff. Vous avez une dame, comme on a vu, Marianne Soaï, qui a été députée de Senghor, donc au Sénégal. Vous avez Jeanne Gervais, elle citait tout à l'heure sur la photo Jeanne Gervais, qui était la première femme ministre d'Houphouët-Boigny. Ce ne sont que des réussites. C'est l'ENA de l'Afrique, Voilà, en fait. c'est l'ENA de l'Afrique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces femmes, en plus d'être des femmes brillantes, étaient des femmes toutes très humbles, avec une éducation incroyable, et surtout qui ont duré. Ce sont des femmes centenaires pour beaucoup, qui vivent encore. C'est-à-dire que le savoir, ça maintient. Les anciennes se reconnaissent, hein, elles s'appellent les Le Goffiennes. Oui, elles avaient même monté
des amicales, Ouais. des associations qui allaient du Sénégal au Cameroun. Et je peux vous dire que moi, en tant que journaliste, ça a été pour moi un sésame. De temps en temps, j'allais dans un pays, on me dit attention, il y a une Le Goffienne qui habite là, tu vas aller la voir, elle va donner la. Et elle vous donnait des clés d'accès aux voilà. autres. Ah, c'est génial. Ouais. Et pionnière aussi, vous l'expliquez, d'un féminisme à l'africaine. Oui, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme elle n'était pas dans l'assimilation, elle essayait surtout de les décomplexer. C'est un mot qu'elles m'ont toutes redonné. C'est-à-dire que vraiment leur faire comprendre qu'elles étaient africaines avant tout. Et donc, à partir de là, toutes ces femmes ont eu ne cesse d'être des femmes indépendantes, je l'ai dit, mais surtout de montrer l'exemple et d'être des femmes libres. C'est très important. Il y en a certaines qui ont divorcé dans les années 60. C'était très, très rare, même incompréhensible dans la société traditionnelle africaine. Donc, elles étaient parfois en porte-à-faux, d'ailleurs, avec les sociétés locales. Et quand on a cette clé d'explication sur les Le Goffiennes, sur l'héritage de Germaine Le Goff, on comprend des choses qu'on ne comprenait pas. J'ai découvert en vous lisant que l'institution Mariam Abba de l'île de Gorée, en face de Dakar, il se trouve que j'avais croisé des élèves de Mariam Abba lors d'un débat à Dakar. En fait, tout ça, c'est l'épopée Germaine Le Goff. Oui, d'ailleurs, l'école Et qu'il y a une école, pour le dire très vite, c'est le lycée Henri IV local. Voilà, Enfin, c'est l'école d'élite, qui est un voilà. peu l'école de Rufisque de Germaine Le Goff. Voilà. Et Mariam Abba, qui est la grande écrivaine sénégalaise, est passée par l'école de Le Goff. Elle lui rend d'ailleurs hommage dans son roman qu'on retrouve dans toutes les librairies et bibliothèques du Sénégal, de France et du monde, Une si longue lettre. Et signe du respect qu'elle attire en Afrique aujourd'hui encore, à un moment donné, notamment au Sénégal, quand on débaptise un certain nombre de rues de noms français, des noms du colonisateur, etc. Ben non, les rues Le Goff, on touche pas. Voilà, alors c'est surtout son école. C'est ça, l'école Germaine Le Goff demeure. Baptisée à Thiès, qui est l'école normale d'instituteurs, c'est plus l'école normale d'institutrice, c'est l'école normale d'instituteurs avec des institutrices, et qui s'appelle Germaine Le Goff, effectivement, à une trentaine de kilomètres, 40 kilomètres de Dakar. On n'y touche pas parce qu'elle fait partie de l'histoire. Du patrimoine, et du patrimoine africain, pour le coup. Exactement. Elle y croyait, elle, à cette mission civilisatrice. À vous lire, on se dit qu'elle croyait surtout à une mission émancipatrice, et que c'est pas tout à fait la même chose. Oui, je crois qu'en fait, elle en jouait de cette mission civilisatrice. C'est ça. Elle voulait parfois donner des gages à l'administration, parce qu'il fallait... Il le fallait, de toute façon. Voilà, il ne fallait pas qu'elle sorte trop de son champ, mais en même temps, on sentait qu'elle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'elle était un petit peu... Elle expérimentait des manières d'éduquer, et qui n'étaient pas du tout dans ce qu'on pouvait autrefois retrouver à cette époque. Ouais. Est-ce qu'elle avait des défauts? Parce que, alors, moi, j'ai lu attentivement à l'école de l'Universel, ce qui nous fait quand même, je ne vais pas regarder, allez, il y a 250 pages, à vue de nez, 207. Allez, zoom, et c'est écrit petit. Il y a le documentaire qui va être bientôt diffusé sur TV5 Monde, mais qu'on peut trouver sur les plateformes TBO et TV Sud aujourd'hui. On se dit, c'est une sainte laïque, cette femme. Oui, c'est un peu ça. Après, voilà, c'était quelqu'un d'un peu austère. Hein. Moi, j'ai le souvenir d'un enfant. Bon, elle n'était pas toujours très souriante. Elle était en fait très proche de son clan à la fin de sa vie et de ses anciennes élèves qui allaient d'ailleurs la voir, la visiter à Sucé-sur-Erdre. Vous aviez régulièrement des jeunes femmes ou des dames déjà âgées en boubou, parce qu'elles tenaient vraiment à ce qu'il y ait aussi cette fierté africaine. Donc elles allaient avec leurs plus beaux boubous, leurs plus beaux bijoux, et elle-même les recevait sur le perron de sa maison avec son boubou, parce qu'elle avait elle aussi quelques habits traditionnels qu'elle aimait mettre pour accueillir ces jeunes femmes, qu'elle recevait d'ailleurs comme des chefs d'État. Elle-même avait été reçue en Afrique comme une chef d'État par Senghor. Oui, il y a quelques images. Par Sékou Touré, ce qui est quand même incroyable. D'ailleurs, une photo extraordinaire avec Sékou Touré où on voit que bon, elle n'est pas tout à fait à l'aise parce que c'était quand même un dictateur. Ben oui. Mais en même temps, cette fierté de se retrouver avec des gens qui reconnaissaient son travail pour, on va dire, un progrès humain, en fait. On retrouve encore des traces de son passage à travers le prénom d'une des plus grandes chorégraphes africaines, qui est Germaine Acogny, qui elle aussi d'ailleurs a créé une école de danse unique en son genre. Oui, l'école de danse de Touma Diallo. Voilà, qu'on voit dans le documentaire, dont évidemment le nom va m'échapper. Et qui est surtout une femme un sacre du printemps qui est créé pendant le Covid, dans le désert. Allez sur votre moteur de recherche préféré, retrouvez ça, c'est un chef-d'œuvre. C'est une femme qui a 80 ans et qui danse encore comme une femme de 20 ans. Elle est extraordinaire, Germaine Acogny. Elle est d'une richesse spirituelle. Elle a perdu sa maman très jeune. Sa maman était passée par l'école de Germaine Le Goff et c'est pour ça qu'elle a été baptisée Germaine Acogny. D'un tout petit mot, François-Xavier, on l'a dit, vous êtes grand reporter, vous avez beaucoup été en Afrique. Vous aviez publié il y a quelques années un bouquin sur les lycées français du Soleil, si je me souviens bien, chez Autrement. Quand on...
Alors, j'ai surtout publié un livre sur le Mali qui s'appelle Mali au-delà du djihad. Ah non, mais ça aussi, d'accord. Mais je Mozart. voulais vous ramener sur l'éducation, moi. Oui. Quand on s'intéresse et quand on se passionne pour ce continent-là, ces enjeux éducatifs, ils sont absolument, vous les croisez forcément, ils sont fondamentaux. Bah oui, alors c'est un petit peu inquiétant quand même parce qu'il y a un petit retour en arrière. On parlait évidemment des traditions. Ouais. Bon, c'est bien, mais en même temps, qu'est-ce qu'on va créer derrière? Alors, l'Afrique est en train de se recréer sa propre histoire, de la récupérer aussi. On espère seulement que tout ce qu'ont fait ces gens-là, de bonne volonté, comme Germaine Le Goff, Ne sera pas balayé par le. ne sera pas balayé, surtout qu'elle par croyait, l'histoire. elle, aux droits de l'homme. Voilà, elle était pétrie d'idées des Lumières. Et de l'universel et d'idées universelles à l'école de l'universel. C'est le titre du livre de François-Xavier Frelant. C'est aux éditions Intervalle. Lisez-le, c'est absolument passionnant. Vous pouvez aussi regarder le docu. C'est sur TBO et TB Sud et bientôt sur TV5 Monde. Merci de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup Cécilia. Vous cédez la place, si vous le voulez bien, à Célie. D'autres livres, des livres pour enfants. Cette fois, on pousse les portes de la librairie. Et comme tous les vendredis, notre rendez-vous avec Célie Luton. Célie, bonjour. Bonjour, Mais Emmanuel. déjà d'une humeur absolument joyeuse, avec une super sélection de bouquins pour les enfants oui. et les ados. Et on commence avec Interdit de manger des livres de Carly Sorosiak et Manu Montoya. C'est chez Albin Michel Jeunesse. J'adore. Ok, super, au revoir. Bon, c'est quand même l'histoire d'un libraire, là, vous êtes... Oui, c'est il y a ça, une petite nous mise en sommes, abîme, comme on dit. Exactement, c'est très réaliste parce que Léopold, il est comme beaucoup de libraires, nous avons la vocation, nous aimons les livres, oui d'accord, c'est très bien, mais nous avons envie de donner le bon livre au bon lecteur au moment opportun. Sauf que Léopold, tous ses clients sont des humains et un jour, oh chouette, un autre book, un comme moi. Et là, celui-ci, il dévore tous les livres au sens propre du terme, au sens premier. Et il lui dit non, arrête, les livres, c'est pas comme ça qu'on doit les dévorer. Et le problème, c'est qu'il y a un deuxième book qui arrive. Exactement, Parce c'est comme... il va essayer de communiquer sa passion. On sent que c'est votre cauchemar. Un petit peu, Ouais, mais vous y c'est surtout mettez un cauchemar vécu, mais c'est pas grave. Et il va lui présenter le premier livre que lui-même n'a pas dévoré. Parce que le libraire aussi a été un jeune lecteur. Et on n'oublie jamais le premier livre qui vous a dit « J'adore lire ». C'était quoi le vôtre? Alors moi, le premier roman, c'était un roman de Mario de Muraille il y a très longtemps. Et ça s'appelle « Noël à tous les étages ». Génial. Oui. Et alors Mario de Muraille qui continue de nous éblouir. de vous éblouir et de publier. Edith, la petite fille qui avait 100 ans, de Katharina Valks, c'est à l'école des loisirs. Exactement. Ça vient de sortir, ça. Ça vient de sortir, puis c'est un album pour les grands. Le premier à partir de 3 ans, mais celui-ci, 5-6 ans jusqu'à la fin de primaire. C'est un album qu'on pourrait qualifier de conte, puisqu'il est en chapitres, avec une jolie petite morale à la fin, puisque c'est l'histoire d'Edith. Edith, quand elle naît, ses parents sont fous d'elle, ils ont envie de lui donner un super cadeau. Un don de fée, pourquoi pas. Et c'est dur à trouver les fées, hein. Je sais pas, moi, de nos jours, c'est compliqué, oui. Et je trouve aussi. Mais la première va donner à Edith le don d'animer les choses. Très bien. Et puis une deuxième fée arrive, bientôt à la retraite, et elle se dit « je vais te donner le don de la jeunesse éternelle. » Ah, c'est pas mal en apparence, mais et si le vrai zeste de la vie, c'était de vivre une enfance, puis de grandir et de vieillir comme tout le monde? Jolie morale et surtout très beau dessin. Edith, la petite fille qui avait 100 ans, Katharina Valks, c'est à l'école des loisirs. Et votre troisième conseil en ce vendredi, de délicieux enfants de Flore Vesco, toujours à l'école des loisirs, collection M+, Medium+, donc on est quoi, chez les grands ados là? Oui, à partir de 13 ans. Alors, petit indice. Bon, c'est pas encore les grands ados, des ados. Oui, de délicieux enfants. C'est la réécriture d'un conte. De délicieux Qu'on mange. enfants. Vous l'avez? Ouais. Là, le petit pousset. Sauf que cette fois-ci, vous n'êtes pas dans un conte, mais dans un roman très bien écrit, très bien construit, avec, comment vous dire, c'est un roman choral. Donc vous allez avoir la vie des parents, de tous les enfants, du tout petit qui n'a pas réussi à grandir. On va parler de liberté, d'envie, de désir, et surtout un petit peu des assignations que nous avons quand on est jeune par rapport à notre de genre, qu'en fait on a envie de s'émanciper. Voilà. Super, roman hyper vivant, hein, très dialogué et très rythmé. Oui. Voilà, et avec un soupçon de mystère. Dans une forêt C'est ça. sombre et effrayante. Exactement. À dévorer. Oui, délicieux enfants, attention, parce que enlever un petit peu ce qu'il peut y avoir. Ouais. Célie, merci beaucoup pour ces conseils de lecture, comme toujours chaleureux et avisés. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, qui est en régie aujourd'hui, avec Héloïse Merlin au son et Romain Luc à la réalisation. Vous restez sur School TV, ou alors vous dévorez un bon bouquin et vous nous retrouvez nous sur les réseaux sociaux.